Bonjour, nouvelle vidéo du mois. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Cyril. Donc je m'appelle Marie-Christine Trouy et je travaille à l'ENSTIB à Épinal, l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, où j'enseigne l'anatomie du bois. Ah, l'anatomie du bois. Alors, ça consiste en quoi? L'anatomie du bois, c'est la structure cellulaire du bois qui permet de comprendre et d'étudier ses propriétés et aussi d'identifier les différents bois. Très bien. Donc nous avons sélectionné plusieurs essences de bois qui sont intéressantes d'un point de vue anatomique et qui sont aussi appréciées des tourneurs. Donc l'if, c'est un bois qu'on considère comme un résineux. Ah ben ça c'est bizarre parce que, enfin, moi, en tournant régulièrement, j'ai jamais vu de résine. Non, Oui. Donc c'est ce qu'on appelle les bois de résineux, ce sont les bois des conifères. Oh mais il fait un conifère, Oui. ça fait des cônes. Et il fait pas de cônes, il fait des petits fruits. Il fait des petits fruits, des arilles, qui d'un point de vue botanique sont considérés comme des cônes modifiés. D'accord. Donc l'if fait partie du même groupe botanique que les sapins, les pins, les mélèzes. Et d'ailleurs, parmi tous ces bois qu'on appelle les résineux, il n'y en a que 4 qui forment normalement de la résine, les pins, les mélèzes, les douglas et les épicéas. Tous les autres, sapins, cèdres, thuyas, genévriers, ifs, ce sont des bois qui ne contiennent pas de résine. Et pourtant, on parle des résineux. Alors, on va trouver peut-être de la résine dans d'autres parties voilà, que le bois. C'est-à-dire en fait, qu'on parle des résineux parce qu'il y a de la résine quelque part dans l'arbre. Ça peut être dans les aiguilles, ça peut être dans l'écorce. D'accord. Il y a de la résine. Voilà. Alors, bon, okay, c'est un résineux. C'est un résineux. D'un point de vue anatomique maintenant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de résineux. Enfin, les résineux en général ne sont pas trop intéressants à tourner. Non, on évite. Encore une fois, c'est esthétique. Oui. Donc, on va chercher le cèdre, par exemple, qui peut être sympathique, le séquoia, qui va être d'une couleur très particulière. Mais après, oui, on n'est pas trop client. Ça se tourne relativement mal, ça s'arrache vite. Voilà. Donc, c'est pas très agréable. Parce que donc les résineux ont un bois initial très tendre et un bois final très dense, donc une grande hétérogénéité, alors que l'if, il n'a pas beaucoup de bois final et il a un bois initial qui est très dense. Donc ça fait de lui un bois très homogène et très dense. Donc bois final, bois initial. Donc ce qu'on appelle le bois initial, c'est le bois de printemps, c'est le bois que l'arbre forme au début de la saison de végétation. D'accord. Et puis le bois final ou bois d'été, c'est celui qu'il forme à la fin. D'accord. Et donc le veinage caractéristique est dessiné en fait par le bois final qui est plus dense et plus coloré et qui marque vraiment les limites de cerne. D'accord. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, un aubier qui est différencié, qui n'est pas de la même couleur que le duramen. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'orientation des faces que tu as créées. Donc ici, sur le carrelet, quand on tourne un carrelet donc, qui ne contient pas le centre, on va créer forcément des surfaces qui sont parfaitement perpendiculaires au cerne, donc qui sont, dans mon jargon, radiales, et puis des faces qui sont tangentes au cerne, donc qui sont tangentielles. Donc ça permet d'observer le bois sous ses différents aspects. Donc sur la coupe radiale, on va avoir les limites de cerne sous forme de lignes parallèles, et puis sur la coupe tangentielle, on va avoir les limites de cerne sous forme de courbes. Alors que sur une branche, donc une pièce qui contient la moelle, on tourne autour du centre, on tourne autour du cœur de la branche, et donc autour on va avoir que des coupes tangentielles, on va rester tangent au cerne. Voilà. Donc ce qu'on peut observer, c'est que chez l'if, les rayons lumineux, ils sont là, ils existent, mais on ne les voit pas. À l'œil nu, ils sont trop petits, même sur une coupe parfaitement radiale, on n'arrive pas à les voir. Donc là, c'est un carrelet.
Ouais. Donc cette pièce ne contient pas le centre, la moelle. Non. Donc bon, comme je l'ai dit, hein, on a créé ici des faces qui sont parfaitement radiales. Et puis ici, on a deux surfaces qui sont parfaitement tangentielles. Donc on va voir le bois sous les différents aspects. Donc là, sur la face qui est radiale, on va voir la maille, la maillure du chêne sous forme de plage nacrée. On va voir, bon là c'est pas forcément très net, mais les limites de cerne sous forme de lignes parallèles. Le chêne, c'est un feuillu à zone initiale poreuse, ce qui veut dire qu'à chaque fois en début de cerne, on a une concentration de gros vaisseaux, une porosité importante. Donc si je passe mon ongle à la surface du bois, il va raccrocher chaque fois qu'il va rencontrer un début de cerne. D'accord. Voilà. Et puis ici, donc on a une coupe qui est plutôt tangentielle, avec donc ces limites de cerne poreuses qui dessinent des courbes et les rayons ligneux qui vont être visibles en bout sous forme de lignes marron foncé. D'accord, c'est notamment pour ça qu'on trouve que ça se coupe finalement pas si bien, quoi. Oui, je pense que c'est à cause de cette porosité qui est localement plus importante. Voilà. Donc là, l'aubier ne devait pas être très loin ici, hein, puisqu'on commence à voir des petites piqûres noires ici qu'on trouve. Il est plus clair, oui. Ouais, il est plus clair ici. En bois de boue. En bois de boue, on retrouve l'aspect caractéristique du chêne, donc avec les zones initiales poreuses, à chaque fois en début de cerne, les rayons ligneux très très larges, parfaitement visibles à l'œil nu. Donc l'orme, c'est un bois à zone initiale poreuse, comme le chêne, donc avec une porosité importante en début de cerne. Et puis au niveau du bois final, on a dans le bois final, donc entre deux zones initiales poreuses, les vaisseaux du bois d'été qui sont disposés en vagues tangentielles. Et quand on regarde le bois donc sur une coupe radiale, hein, sur quartier, entre deux zones initiales poreuses, on va pouvoir voir de très très fines rayures qui correspondent à ces vagues tangentielles de vaisseaux du bois d'été. D'accord, rien à voir avec la maille, donc, qui est, elle, perpendiculaire. Voilà, la maille, elle est perpendiculaire, elle est radiale, elle est bien foncée, caractéristique également de l'orme. Donc toujours pareil, au niveau de l'orientation, ici on a une coupe qui est parfaitement radiale, on voit bien la maillure, et puis ici on a une coupe qui est parfaitement tangentielle avec les limites de cerne qui font des courbes. D'accord, je parlais de... C'était un bois qui désaffûte beaucoup. Oui, sans doute à cause de la présence de silice à l'intérieur de ce bois. D'accord. Un bois très dense, très homogène. Il a un grain très fin, donc les vaisseaux sont vraiment minuscules. Donc c'est un bois avec une structure très serrée, un bois miniature avec des cellules très petites. Et ça ne m'étonne pas que tu dises qu'on puisse faire des détails vraiment très petits, très fins avec ce bois. Donc un toucher forcément très très lisse. Voilà, sur cette pièce de bois, donc voilà, très très bonne densité. On peut noter qu'on a deux centres, là, deux cœurs, deux moelles. Donc on a deux branches qui se sont soudées l'une à l'autre au cours de leur croissance, d'où la présence d'écorces incluses ici qui se révèlent un petit peu ici au tournage. Voilà. Du coup, en tournage, il faut se méfier. Alors là, c'est bien, bien soudé, hein, il n'y a pas trop de soucis. Mais faut se méfier avec ces branches là qui se collent une entre elles. C'est que là, par exemple, on voit la fente ici. Il y aurait pu y avoir la même ici, et que ce bout-là s'en aille au tournage. Ouais. Donc, faut se méfier sur ce genre de bois, quoi. D'accord. Écoute, voilà, je pense que l'essentiel c'est la maille, hein, donc pas grand chose à ajouter, hein, c'est un bois qui est homogène, sinon grain moyen, hein, les vaisseaux sont de taille moyenne, voilà. La maille, on peut la montrer aussi sur cette planche qui est débitée sur quartier, avec l'aspect écailleux qui peut faire penser à une peau de serpent, donc un aspect presque animal de ce bois. Donc là, ici, on a le centre, on a la moelle de la pièce.
Donc ça veut dire qu'on va avoir tout autour que de la coupe tangentielle. Hein. On tourne autour du centre, donc on est tangent au cerne. Donc on va voir les limites de cerne sous forme de courbe. C'est ce qui donne ce dessin ramageux vraiment très joli, puisque chez l'érable, on a cette limite de cerne qui est bien marquée, bien nette, bien foncée. On a des petites grappes de nœuds ici qu'on appelle donc les pattes de chat. Et puis il y a d'autres endroits ici où on a des petites taches qu'on appelle les taches médulaires et qui correspondent à des cicatrices liées au développement de larves d'insectes sous l'écorce. Le cambium est griffé et à l'endroit où il est griffé, il forme ces taches cicatricielles. Voilà, donc c'est vrai que l'aspect est vraiment très joli et la surface est vraiment très lisse. Ouais. Donc ici, on a donc les deux coupes qui sont radiales, hein, sur lesquelles on pourrait éventuellement voir les rayons ligneux, la maillure. On ne voit rien, ça veut dire que la maillure elle est très discrète, elle n'est pas visible chez l'olivier. C'est un bois à grains fins qui, contrairement au noyer, a des vaisseaux vraiment très petits qu'on ne va pas voir à l'œil nu. Et quand je passe l'ongle à la surface, mon ongle ne raccroche pas. Voilà. Donc vraiment un bois à grains fins. Les veines, comme tu l'as dit, donc qui donnent l'aspect tout à fait intéressant de l'olivier. Et on voit que ces veines ne suivent pas les limites de cerne. D'accord. Les veines, en fait, ce sont des auréoles de tanin qui provoquent ces veines. Voilà tout ce qu'on pouvait dire à propos de l'olivier. Donc nous avons vu plusieurs exemples de bois de tournage, d'essences de tournage. Mais est-ce que tous les bois se tournent? Toutes les essences se tournent? Oui, tout se tourne, y compris même les arbustes. Nous, ce qu'on va chercher, c'est l'intérêt esthétique du bois. Donc si un arbuste est sympathique à l'intérieur, il va nous intéresser. Même si les diamètres vont être plus petits, donc on ne pourra pas tout faire dedans. Mais on cherche les bizarreries de couleurs, de densité, des choses comme ça. D'accord. Et j'ai l'impression même quelquefois que plus le bois est singulier, avec ce que d'autres pourraient considérer comme des défauts, plus il est intéressant pour le tourneur. Oui, c'est ça. Ouais. C'est que nous, on a des contraintes, mais on n'a pas forcément les mêmes contraintes qu'un menuisier ou un ébéniste. Par exemple, ce qui peut nous intéresser, ce sont les bois échauffés. Alors, le menuisier, lui, ça ne va pas du tout l'intéresser parce qu'il a besoin de solidité dans le bois. On ne fait pas une chaise en bois échauffé. Nous, par contre, pour des objets décoratifs, on a Dame Nature qui nous sert vraiment allègrement. Donc ça, on est sur du hêtre. Donc on peut rappeler, les chauffures, c'est un début d'attaque de champignons. Oui, c'est ça. Qui va créer ces taches plus claires, soulignées de noir. C'est ça. Et alors il y a plein de types d'échauffures, déjà rien que pour le hêtre, celle-là donc on a cette caractéristique avec ce trait noir qu'on recherche beaucoup, mais le hêtre il peut aussi être juste taché, avec des couleurs brunâtres, voilà. Tous les bois clairs en fait vont se tacher de différentes façons. Là on est sur du charme, pareil, qui est plutôt clair, mais il va se teinter comme ça de marron ou des choses comme ça. Donc ça on recherche beaucoup. Parce qu'esthétiquement, encore une fois, c'est intéressant. C'est super intéressant. Après, il y a aussi toutes les bizarreries qu'on peut trouver dans l'arbre, pas que les échauffures, mais évidemment les loupes, les ronces, des choses très tourmentées. On parlait de l'orme tout à l'heure, la loupe d'orme est très célèbre. Et donc la loupe, c'est cette bosse, cette tumeur qui se développe à la surface du tronc. Voilà, cette boule qu'on trouve sur les troncs. Oui. Alors après, qu'est-ce qui s'y passe dedans? Tu vas nous l'expliquer? Oui, c'est un développement anarchique du bois, un fonctionnement du cambium qui fait que le bois se forme dans toutes les directions de manière anarchique suite à des facteurs extérieurs comme une arrivée de lumière ou des blessures. Ouais, c'est vraiment le principe de la tumeur, quoi. Ça part dans tous les sens.
Après, il y a les broussins aussi qui peuvent nous intéresser. Enfin, tout ce qui est bizarre dans le bois, contrairement aux menuisiers qui cherchent un bois droit de fil tout le temps pour des contraintes techniques. Nous, plus ça part dans tous les sens et plus esthétiquement, on va pouvoir trouver des choses intéressantes. Et c'est pas gênant pour le travail sur le tour? Non, pas du tout, pas du tout. Donc dans les loupes, on a aussi la loupe d'érable Negundo qui est super intéressante. Et puis elle est d'autant plus intéressante que très souvent on a ces taches rose-rouge là qui sont vraiment intéressantes. Et qui sont donc provoquées par un champignon, là encore. Donc le Fusarium negundi, qui ne se développe que sur ce bois. D'accord. Donc d'où son nom. Voilà. Malheureusement, je crois que ça résiste pas dans le temps, à la lumière, ça s'affadit un peu. Oui, voilà, arrive au moment où ça s'affadit. Ouais. D'accord. Eh bien, merci, Marie-Christine. Merci à toi. Ça a été vraiment un bon moment, on a appris plein de choses. Donc, fin de cette vidéo du mois. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur l'anatomie du bois, sur le MOOC de Marie-Christine, sur le site Fun. Vous aurez l'adresse en surimpression là, sur la vidéo.